Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Ève. Bonjour Sébastien. Ça va? Ça va très bien, merci et toi? Mais très bien, merci. Donc on reçoit aujourd'hui dans ce nouvel épisode Karine Dourdet, chargée de développement pour la Ligue contre le cancer de l'Hérault. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci de me recevoir. On est ravis. Bien, mais en tout cas, merci à toi de nous consacrer un petit peu de temps pour en savoir plus sur la Ligue contre le cancer de l'Hérault, sur ce que tu y fais. Voilà, plein de choses qu'on a envie de savoir. D'accord. Alors, la Ligue contre le cancer de l'Hérault, alors pourquoi déjà j'y suis? Alors aujourd'hui j'ai 45 ans, à l'âge de 25 ans en fait on m'a détecté un cancer du sein qui a été un traitement qui a été long et fastidieux dans le nord de la France. Et en arrivant dans le sud, du côté de Montpellier, j'ai décidé en fait de rentrer dans le milieu associatif et d'éviter d'avoir ce manque d'accompagnement qui était très compliqué pour moi. C'est la raison pour laquelle je me suis dit que de donner un coup de main en fait à une association comme la Ligue contre le cancer avait tout son sens. Donc ça c'était en 2006. Où je suis rentrée en fait en contact avec l'ancien président de la Ligue qui était Monsieur Henri Pujol, qui était un président national et après départemental de l'Hérault. Et ce monsieur en fait m'a ouvert les portes de cette association qui est très humaine et qui m'a donné l'opportunité en fait de voir la création de la première escale bien-être qui est à Montpellier. Donc l'escale bien-être, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui est non médicalisé, qui est destiné aux patients et maintenant aux aidants gratuitement, où on a des soins de support. Alors qu'est-ce que c'est que les soins de support? Ça va être une assistante sociale, une psychologue, un diététicien, APA, adaptation physique adaptée, sophro-esthétique et d'autres ateliers en fait qu'on met en place et qu'on propose en fait aux personnes qui sont atteintes d'un cancer et de tous les cancers dans l'Hérault. Voilà. Donc à cela, avec ça, donc j'ai assisté à des manifestations et puis comme j'étais une ancienne coureuse, je me suis dit pourquoi j'organiserais pas une course à pied dans ma commune qui est Clapiers. Donc là maintenant ça va faire des années, on a commencé à 150 personnes la première année. Là maintenant c'est l'événement en fait de Clapiers un peu phare avec le festival de la tomate où on est 1300 personnes. Et cette année on était la 13e édition et on a eu presque 21 000 € en fait de dons récoltés. C'est beau. Oui. Donc ouais, c'est une belle édition en fait, c'est des matinées qui sont solidaires, gaies. Voilà, qui plaît énormément et qui reste très humaine. Et donc à côté de cela, moi j'étais chef d'entreprise dans le secteur financier. Et puis il y a eu une création de poste en fait en début d'année 2024 où j'ai postulé parce que je trouvais que ça avait tout son sens en fait dans ma carrière professionnelle et personnelle de continuer en fait à me lever le matin et de travailler pour la Ligue contre le cancer. Donc aujourd'hui, je suis chargée de développement à la Ligue contre le cancer de l'Hérault, qui est un métier qui est passionnant, où on rencontre plein de choses, on rencontre, on apprend plein de choses. C'est une association qui est très riche parce qu'en fait, elle va travailler sur tous les cancers. À savoir que la Ligue, on parle de cette association qui a été créée en 1921. C'est bien ça. Et qui est financièrement indépendante sur chaque département. Donc l'Hérault a son propre département, a son propre comité qui est Avenue des Apothicaires. Et là, nous avons 4 missions où on travaille tous les jours avec nos 6 salariés, c'est-à-dire que nous allons travailler sur nos escales bien-être,
Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait la première escalbionette qui avait été créée en 2006-2007. Là, aujourd'hui, en fait, victime de leur succès, on a 4 escalbionnettes. On en a une à Béziers, une à Gignac et une à Bédarieux et à Montpellier. Donc il y a ça, nous avons la prévention et le dépistage. On essaye de faire un maximum de prévention sur le terrain. Alors sur le terrain, ça va être dans les entreprises. On propose en fait l'intervention de chargés de prévention qui sont des anciens médecins qui viennent bénévolement. Ou des personnes, on a 2 salariés de chargés de prévention qui vont dans les établissements scolaires et qui font du dépistage sur différents types de cancers. Donc voilà, on a aussi la recherche. Nous, on a cette chance en fait d'être dans l'Hérault et d'avoir l'INSERM où on accueille en fait des projets de recherche et ça nous permet en fait de verser à la recherche. En 2023, c'était 1 million d'euros en 2023 qui a été reversé à la recherche. Oui, il n'y a pas que l'accompagnement. Non, en fait, quand on paramédical, c'est ça. En fait, quand on travaille en fait à la Ligue, on travaille sur plein de secteurs, sur la prévention, sur aider en fait l'accompagnement des malades et des aidants avec nos escales bien-être, sur la recherche pour faire avancer tous les types de cancers. J'insiste parce qu'on ne fait pas que le cancer du sein qui est le plus médiatisé, on va dire, et le soutien social. Il y a quelques années, on avait travaillé, par exemple, vous avez dû en entendre parler sur le droit à l'oubli au niveau des assurances emprunteurs. Donc voilà, la Ligue contre le cancer est assez moteur sur mettre plein de choses en fait sur le plan politique, social. Donc c'est à ça que sert ce type d'association et c'est pour ça qu'en fait on fait plein d'événements et qu'on essaye en fait de récolter un maximum de fonds parce qu'on n'est que sur la générosité du public. Donc c'est le public qui va créer des événements, qui va apporter des fonds et qui va nous permettre en fait de travailler sur ces 4 missions qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment la générosité du public. Donc mon poste en fait a été créé pour essayer de trouver justement de nouveaux partenaires, pour essayer de solliciter des entreprises qui nous aident, surtout que quand on fait un don, on peut percevoir un reçu fiscal. Oui, mais ça demande de ta part et d'autres personnes qui travaillent à la Ligue beaucoup d'investissement en temps. Ah oui, oui. En plus peut-être de son propre travail pour les bénévoles tout à fait, d'aller solliciter des partenariats, des dons. Tout à fait. Et les bénévoles dans l'Hérault, on en a 750. Ce qui est énorme. Oui. C'est un des comités qui a le plus de bénévoles en France. Donc un des départements qui a le plus de bénévoles et en fait c'est des personnes qui travaillent à côté ou qui ne travaillent pas mais qui donnent de leur temps pour organiser des événements, pour faire connaître, pour parler de la prévention. Enfin, c'est... Il y a un lien entre nombre important de bénévoles et recensement de cas de maladies. Je dirais, est-ce que c'est parce que l'Hérault est... Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de parallèle à faire. Pas du tout, pas du tout. En fait, on a beaucoup de bénévoles, contrairement à d'autres départements. Ça venait en fait de Henri Pujol, qui, donc notre ancien président, qui s'était dit mais pourquoi on ne pourrait pas justement augmenter les bénévoles, et il avait demandé en fait, il y avait un réseau impressionnant et il avait demandé en fait à tout son entourage et c'est venu comme ça et c'est vraiment que de l'humain et de la solidarité en fait. C'est beau, ni plus ni moins. Bah oui, pour le coup. Ah oui, c'est super. Il y a les neuroses qu'on voit un peu partout. Il y en a qui les achètent sur internet. Ben nous non, en fait on a des rubans. Alors on essaye qu'on nous offre ces rubans, ces rouleaux. Et après, en fait, ce sont des bénévoles qui font les nœuds eux-mêmes. On leur envoie en fait un mode d'emploi et ils nous en envoient 500, 1000 qu'on distribue pour justement des événements sportifs, culturels, des fortes associations, pour une intervention dans une entreprise. Enfin, voilà. Ça reste de la communication, mais qui a été aidée par les bénévoles. Donc les bénévoles sont indispensables. Et en termes de manifestations, on parle forcément d'Octobre Rose qui est très très médiatisé, mais il y a aussi d'autres événements dans l'année en fait, qui sont organisés par la Ligue. Alors oui, effectivement, Octobre Rose est très médiatisé. Après, alors moi j'essaye de mettre en place le Challenge Gentleman.
j'ai mis en place aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux, sur mon LinkedIn ou le Facebook. C'est pour défier en fait plusieurs entreprises de faire de la collecte de fonds ni plus ni moindre, mais ça permet de faire de la communication sur les autres cancers que le cancer du sein. Après, effectivement, il faudrait, parce que le cancer, il n'y en a pas qu'en mois d'octobre, il y en a toute l'année, et il n'y a pas que le cancer du sein, il y a plein de types de cancers, mais effectivement, l'idée, c'est d'essayer d'en parler toute l'année, donc par des événements, par des occasions. Au mois d'avril, on va faire une journée de la solidarité du cancer au domaine d'eau. Là, ce sera la journée de la solidarité et on essaiera de faire de la prévention sous forme de convivialité de différents types de cancers. Parce que c'est vrai que, effectivement, avec Octobre Rose, on pense surtout au cancer féminin, le cancer du sein majoritairement. Et je me demandais, moi, si on peut concerner cette année, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour les femmes, par les femmes, surtout. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus demandeuses d'entraide, de soutien, ou est-ce que les hommes ont aussi ces démarches de recherche de support, de discussion, d'échange, parce que c'est vrai c'est beaucoup moins visible, en tout cas médiatiquement. On les voit moins, les hommes sont plus pudiques que les femmes. En termes de partage d'expérience et de communication. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup les femmes, surtout pendant Octobre Rose, mais effectivement les hommes sont beaucoup plus pudiques. C'est la raison pour laquelle en fait j'essaie de mettre un défi des entreprises sur les cancers masculins pour parler justement des autres cancers qui touchent les hommes, dont on parle moins. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a mis également dans nos escales bien-être les groupes de parole des aidants, parce que dans nos escales c'est essentiellement féminin et on essaye de faire venir les hommes pour qu'ils parlent, qu'ils échangent en fait avec d'autres personnes et ça marche très bien. D'accord, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un Movember avec la moustache, voilà. C'est peu finalement par rapport. C'est pas c'est pas en compétition du tout, bien sûr, mais la visibilité est moindre, quoi. Peut-être que ça soit juste après Octobre Rose. Retombe un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, alors on commence à en parler. Il y a des manifestations sportives qui commencent à se mettre en place. Il y a des événements de communication, mais c'est pas énorme. Et la Ligue contre le cancer du 34. On essaie de lancer en fait le processus et de parler de ces cancers masculins. D'accord. Dans l'idée justement, c'est on en parle et on propose après aux entreprises que nos chargés de prévention viennent pour faire une conférence, pour faire des animations auprès des salariés. Donc ça peut toucher en fait le manager, ça peut toucher les salariés, ça peut toucher le chef d'entreprise. Et l'idée en fait c'est de pas de banaliser, mais de communiquer facilement et de ne pas avoir de tabou en fait sur tous les cancers. Ce qui est il y a beaucoup de travail encore. Et si je suis une entreprise et que je veux faire intervenir la Ligue, comment ça se passe? Je contacte Tu m'appelles. Voilà, tout simplement. Et moi je vois en fonction des disponibilités de nos chargés de prévention qui viennent. Donc après en général, elles aiment bien venir 2-3 heures pour que ça soit quand même pertinent. On a notre président de la Ligue aussi, donc c'est Jean-Bernard Dubois, qui se déplace également, surtout sur les cancers masculins. Oui, ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans les escales, bien-être, etc., mais même en tant que bénévole, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes bénévoles il y en a pour pas. justement parler plus facilement peut-être de prévention, de dépistage, des cancers masculins aussi. Il y en a moins, mais il y en a quand même. Ouais. Il y en a quand même. Oui. On a quand même des hommes qui sont bénévoles, qui vont faire d'autres choses en fait que les femmes qui font pas mal de choses manuelles. Les hommes sont plus à créer des événements, par exemple. Enfin, attends, il y a de tout. Oui, je pensais escale, mais juste dans la recherche de partenariats aussi, de développement d'événements. Oui, on a des hommes bénévoles également. On en a moins que les femmes, mais on en a.
Et en entreprise, du coup, c'est plus la sensibilisation, t'es plus sur quelque chose, j'allais dire, de ludique, mais enfin, parce que je pense que ça doit être très dur de sensibiliser sans que ce soit glauque, parce qu'on parle quand même de cancer, en fait. Il y a plusieurs types d'animations. Ouais. Je sais que... Alors, moi, je les ai pas tous vus. Je sais qu'en fonction du nombre de salariés, ils peuvent faire des escape games, par exemple. Ah, ouais. Il y a des choses qui sont très ludiques et interactives. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a ce type de formule où il y a des formules, en fait, sous forme de conférences. Et après, des personnes qui parlent. Et il y a plein de choses, en fait. Après, on a une chargée de prévention qui fait vraiment que les écoles, où elle a mis en place Explo Santé du côté de Gignac essentiellement, où là en fait elle va le travailler pendant plusieurs années, c'est des projets qui durent quelques années, et elle va suivre, elle va accompagner en fait des enfants de la primaire pour voir en fait le cheminement de toute la santé mentale, environnementale et le bien-être en fait à l'école qui peut être facteur de bonnes choses pour éviter les risques de cancer. Très bien, c'est parfait. Si on veut contacter la Ligue contre le cancer, j'imagine qu'on a un peu toute la panoplie des réseaux sociaux, adresse mail, tout ça. Oui, Ligue contre le cancer 34. Ouais. Comité de l'Hérault. Comité de l'Hérault, bah Ouais. oui, et en même temps, tout à fait. Donc Ouais. oui, hein, je pense, oui, pour savoir, je sais qu'il y a Instagram, il y On a Facebook, on a un site internet, on a tout, tout y est, on est partout. D'accord. Bientôt un TikTok avec des petites vidéos humoristiques. Alors on vient de se mettre à Instagram, donc on y va Ok, doucement. non, voilà, tout à fait, on prend notre temps. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire dans cette association, il y a beaucoup de choses à mettre en place et c'est ça qui est intéressant. Non mais c'est chouette, c'est des challenges aussi, effectivement. Ouais, pour pouvoir toucher tout le monde, t'as des canaux de communication, il y en a de plus en plus en C'est fait. énorme. Donc ça devient, ça devient... Et ça reste un métier à part. Oui, là, complètement, la communication, c'est un métier particulier. Ouais. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Merci de Karine. toutes ces informations. Et on espère beaucoup de dons à la Ligue. Oui. Merci à vous. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Small Talk. Bonsoir Eve. Bonsoir Sébastien. Pour cette émission, on reçoit Muriel Calventus de One Conscience Environnementale. Bonsoir Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Ça va? Ouais, je suis ravie de vous recevoir. Merci beaucoup. Écoute, on est très bien reçus, on est très contents et on a très hâte d'en savoir plus sur cette association. Super, ça me fait plaisir. Déjà, One, quand est-ce que ça a commencé? Alors ça a commencé en 2020 en fait, peut-être un peu avant, mais quand tu me demandes quand c'est que ça a commencé, l'image que j'ai, c'est sur un transat, donc ça devait être en été avec une amie, et ça faisait un petit moment que je réfléchissais en fait au fait de créer une association. C'est parti du fait que je ne dois pas être la seule dans ce cas-là, mais je voyais toujours, en tout cas j'avais tendance à voir des choses qui allaient pas, entre guillemets, dans notre environnement. Et j'avais ce côté un peu à râler, en fait, à me dire ça va pas. L'idée, en fait, c'était de me dire à un moment donné, arrête de râler et essaye d'être active, en fait. Donc c'est parti de là. Après, c'est vrai que j'aurais pu rejoindre une association. Et en fait, non, j'ai eu cette idée effectivement de créer One. L'idée de l'association, c'était de créer des événements et principalement au départ, en tout cas, de projections de documentaires en présence de réalisateurs pour sensibiliser le public sur des thèmes qui me tiennent à cœur. Et l'idée, c'est aussi de permettre un échange. Je crois que c'est devenu un peu la signature de l'association aussi. Et on réserve toujours un temps pour le dialogue et ça permet de s'enrichir mutuellement des rencontres qu'on a la chance de faire en fait. Voilà. One Conscience Environnementale, ça m'est venu assez facilement ou rapidement en tout cas. Et là c'est pareil, moi il y a quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que souvent je mets les peuples racines en avant.
c'est le fait qu'on fait partie d'un tout. Enfin, c'est cette notion de tout est relié. Et c'est vrai que les peuples racines, ils ont cette notion où ils prennent en considération qu'ils appartiennent au vivant et qu'ils font partie de ce vivant. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une société où on a plutôt tendance à se couper de ça. Et donc il y a un endroit aussi où je voulais peut-être contribuer à une forme de reconnexion avec ça, quoi. Voilà. Pas que, mais... Super intéressant en tout cas. Ouais. Et donc ça c'était l'idée de départ. Après, comment tu as pu le concrétiser L'idée de départ, c'est l'idée de départ. Et c'est assez marrant parce que je voulais pas créer l'association sans être sûre, de moi, en tout cas, c'est quand même du temps et de l'énergie. Et donc c'est assez marrant parce que la première projection que j'ai organisée, c'était Vivante d'Alex Ferrini. Et j'ai contacté Alex Ferrini en lui disant j'ai une association, j'organise des projections, ce qui n'était absolument pas le cas évidemment. Voilà. Tu as tenté. Ouais. J'ai fait comme si tout existait déjà et ça a marché en fait. Je l'ai contacté et je lui ai dit on a une asso et on organise des projections et en fait il est revenu vers moi rapidement. Et ça s'est bien passé. Et du coup, la deuxième étape, ça a été de mettre tout en œuvre avec des cinémas. Donc, j'ai fait la même démarche jusqu'au moment où on m'a demandé les statuts. Et du coup, Oups. Il va falloir concrétiser tout ça, quoi. C'est ça. Et je me suis vite dépêchée de déposer des statuts et de créer le logo de l'association. Et c'était assez drôle parce qu'en fait, voilà, c'est parti de là. C'était un test qui a fonctionné dès le départ, déjà sur l'événement choisi. Et dès le départ aussi, parce que la première projection, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était juste après le Covid, donc il y avait ces histoires de quotas, mais là, on était dans la plus grande salle du CGR, je crois qu'il y avait 450 personnes. On était au maximum du quota autorisé par rapport au Covid, en fait, quoi. Donc c'était vraiment une belle salle qui était remplie, surtout dans cette période un peu spéciale, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient sensibilisés, qui étaient vraiment intéressés par ce sujet, quoi. C'était oui. un kit tout double, j'imagine aussi. Ouais, tout à fait. Et mais c'est vrai que ça m'a marqué, puisque je me rappelle même d'une dame qui arrivait, qui allait chercher ses places comme dans un concert. Enfin, c'était... je vais être dans la fosse. Ouais. Figure-toi qu'avec ces histoires de quotas, j'avais pas le droit d'être sympa et de laisser rentrer quelqu'un et se mettre sur une marche ou n'importe où, quoi, en fait. Donc voilà. C'est assez drastique. Mais par contre, ça m'a marqué. Et en fait, ce qui a été vraiment chouette, c'est que ça a été une belle soirée. Donc dès le premier événement, il y a eu cette belle énergie qu'on retrouve souvent dans les événements, dans la salle. Et c'est ce que je racontais, quoi, à la fois l'intérêt de la projection, mais après aussi de tout cet échange où on prend le temps et où il y a quand même un espace aussi de convivialité, en fait, quoi. Voilà. Et les cinémas, ils ont accepté, on parle du CGR entre autres, mais ouais, ils ont accepté sans problème, en fait. Tu leur as dit voilà, je dois faire une projection et hop. Ils ont accepté, ça a été un... oui. Il n'y a pas eu de négociation, pas de négociation, mais de besoin de les convaincre sur l'intérêt. Besoin de les convaincre, non. Après, en fait, moi, je loue les salles, en fait, chaque fois. Hein, donc, c'est des événements particuliers. Enfin, voilà. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais ceci dit, ça fait partie des éléments aussi, ceci dit, dont je suis contente aujourd'hui, c'est qu'au travers de ce qu'on met en place, on soutient les cinémas, on soutient les librairies indépendantes parce qu'on les fait souvent intervenir lors de nos événements. Et surtout aussi, on soutient le travail des réalisateurs qui viennent et que je trouve assez extraordinaire, quoi. Donc, c'est vraiment l'idée aussi, c'est de pouvoir mettre des gens en lumière au travers de nos actions, quoi. Voilà. Et comment tu sélectionnes les films et les personnes que tu vas contacter Ouais, je rigole parce que j'allais te dire avec mon cœur. Oh, c'est beau. Je sais pas si c'est beau ou si c'est égoïste en fait, mais parce qu'en fait c'est des coups de cœur, hein, ça part vraiment de là. Mais tu les fais partager, donc. Mais je les fais partager, je me rends compte que les gens sont contents de les partager, donc. Mais c'est parti de là. Après, on essaye quand même d'avoir une cohérence, évidemment au niveau de l'association. Donc, on aborde. Je parlais des peuples racines, c'est vraiment un thème qui nous tient à cœur parce que c'est 6% de la population pour 80% de la biodiversité.
et que ce sont des gens qui ont besoin d'être soutenus par rapport aussi bien à leurs droits humains, territoriaux, et il y a aussi toutes leurs connaissances ancestrales qui sont extrêmement riches. Donc on fait régulièrement des événements sur cette thématique-là. L'année dernière, j'ai organisé une journée du documentaire ethnographique. Voilà. Et par rapport à, tu parlais des locations de salles, on a poussé, j'allais parler d'audace parce qu'il y a, je ne sais plus, c'était il y a 1 an ou 2, mais on a organisé la tournée nationale des Tuggen d'Arnaud Rioux. C'est-à-dire qu'à la base, on est une asso, moi c'est pas mon métier, mais c'est vrai qu'on a loué des salles là, dans toute la France. Donc, et même on est allé jusqu'à Genève. Et on est parti avec Christine et Rebecca, donc de bénévoles de l'association, et on mettait des équipes en place de bénévoles dans les villes pour nous aider dans la démarche. Et ça a été une expérience assez extraordinaire parce qu'en fait on a rempli toutes les salles partout. Bravo. Donc c'était une expérience assez incroyable en fait, quoi. Donc c'était génial. Tourner rockstar, je peux pas. Ouais. Mais j'imagine beaucoup de boulot parce que tu dois former à chaque fois les gens sur place. Ça allait, on s'est calé. Après on a appris, mais c'est surtout que c'était une belle aventure humaine en fait avec les filles là. Parce qu'on ne s'attendait pas à vivre ça, c'était chouette, quoi. C'était très sympa, quoi. Et ça nous a fait faire de jolies rencontres aussi, quoi. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'on s'est dit, tiens, on est une toute petite asso et finalement, on a cette capacité à remplir des salles un petit peu partout en France et à gérer un bel événement, donc c'était chouette, quoi. Et vous êtes combien dans l'asso, justement en termes de membres actifs? Oui, actifs, on est une toute petite équipe. Je te dirais qu'il y a moins de 5 personnes qui sont vraiment actives. Après, il y a beaucoup d'accompagnement. Enfin, c'est surtout tout ce qui concerne l'organisation des soirées, la gestion de la billetterie, de l'accueil public, etc. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai investi beaucoup de temps sur la mise en œuvre des événements, quoi. C'est une passion, c'est devenu... Oui, c'est une passion parce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont vraiment inspirantes. Et donc, comme je vous le disais, il y a tout ce volet-là sur les peuples racines. Il y a toute cette notion aussi de développement personnel. Alors, je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais en tout cas, moi j'aime bien citer Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». C'est un peu parti de là aussi, l'asso, c'est un peu ça. Enfin, souvent, on voit tout ce qui ne va pas autour de nous. Et je me dis, en fait, si on prend le temps de travailler chacun, déjà, personnellement, ça peut contribuer à faire changer même des toutes petites choses. Hein, mais, oui. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, il paraît. Oui. C'est mais oui, mais c'est exactement ça. Plutôt agir que parler, quoi. Donc voilà. Et sur cette thématique-là, on a fait des événements assez sympas. Cet été, on a reçu Laurent Gounel, on a reçu Stéphane Alix, au mois de février, on va recevoir Hermès Garanger, qui a été lama à l'âge de 19 ans sur le thème de méditation et neurosciences. Voilà. Et quelle est la rencontre qui t'a le plus marqué depuis le début de l'asso? Elles sont toutes différentes et elles me marquent toutes. Et c'est ce que je trouve assez extraordinaire. Je me sens vraiment chanceuse en fait de rencontrer des gens aussi inspirants. Mais au mois de juin, on a reçu Mudije Kepanga, qui est un chef de tribu papou, et qui est venu nous parler de son documentaire Frères des arbres, qui a été primé quand même 15 fois à l'international. Il est venu avec Marc Dosier. Et alors eux déjà ils ont une synergie tous les deux qui est assez extraordinaire. Moi ça m'a beaucoup marqué de voir comment ils fonctionnaient tous les deux. C'est devenu, je pense qu'ils sont vraiment devenus amis, hein. Et Marc Dosier est devenu d'ailleurs est traducteur de Mudije. Et puis après Mudije c'est un personnage à part entière, quoi. Il est arrivé dans sa tenue traditionnelle de papou, avec sa racine de porc-épic dans le nez. Et j'ai une photo, on est allé en vie boire une bière et je trouve ça assez extraordinaire en fait. Quand je l'ai vu arriver à Montpellier, je me suis dit waouh, c'est génial. Mais et après, j'ai été beaucoup marquée par des femmes aussi. En fait, là, je réfléchis, je me dis, c'est pas sympa parce qu'ils ont vraiment tous été extraordinaires. Mais ex aequo. Mais je cite souvent quand même Anastasia Mikova ou Stéphanie Pilonka parce que je les trouve juste incroyables, quoi.
Et j'ai chaque fois été aussi agréablement surprise par ces rencontres. C'est-à-dire que l'idée, c'est que je repère un documentaire et ça part de là. Mais après, quand elles sont venues, chaque fois, enfin voilà, Anastasia par exemple, donc elle est venue pour le documentaire Woman qu'elle avait fait qu'elle a co-réalisé avec Yann Arthus Bertrand. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui est assez incroyable, qui est hyper engagée dans les droits humains, qui est enfin, très dynamique, enfin, elle fonce en fait, quoi. Et d'ailleurs, c'est peut-être par son intermédiaire et aussi celui de Stéphanie Pilonka qu'on s'est mis à aborder des thèmes sociétaux, parce que c'était pas du tout l'objet de l'association au départ. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment, enfin voilà, la conscience environnementale, la préservation du vivant, mais on était plus partis là-dessus. Et en fait, Anastasia, elle est arrivée pour Women. Et elle m'a expliqué qu'elle était en train de travailler sur un documentaire qui était dans les cartons, qui est arrivé quelques mois après, en fait, qui était Un silence si bruyant, qu'elles ont fait avec Emmanuel Béard, voilà, sur le thème de l'inceste. Et en fait, je me suis dit, mais si elles ont eu le courage et la force de créer un documentaire là-dessus, il faut que nous, on soit capable de le relayer localement, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à organiser la projection d'Un silence si bruyant à Montpellier. Donc Emmanuel Béard est venu avec Anastasia Mikova. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait, parce que c'était une soirée qui était puissante, mais belle. Enfin, franchement, c'était chouette. Et il y avait des associations, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui avaient besoin de prendre la parole aussi. Enfin, voilà. Et avec Stéphanie Pilonka, on a organisé la soirée de clôture d'Octobre Rose également. Et on a organisé, je l'ai rencontrée par rapport à la projection d'un documentaire qui s'appelle Invincibilité, sur le thème de la résilience, au travers d'Olivier Goua, qui est atteint de la maladie de Charcot. Et c'est un documentaire qui m'a beaucoup marqué aussi, parce que au-delà de toute la partie maladie et du handicap, etc., en fait, son documentaire, c'est une ode à la vie. Et en fait, je trouve que c'est incroyable aussi ce qu'il fait. Donc, c'est ça. Je suis un peu fascinée par tous ces gens que j'ai la chance de rencontrer. Bien. Quoi. Voilà. En plus, tu permets de partager justement tout ça. C'est voilà, des gens qui n'auraient pas forcément accès à ces documentaires. Voilà, c'est beaucoup plus simple, quoi. Ça, tu peux aller au cinéma. En plus, tu as les personnes, tu peux discuter avec elles, les débats. Pour y être allé il y a quelques années, effectivement, j'ai vu, c'était super intéressant. En plus de la projection, tu as vraiment de la discussion, des débats. En plus, je sais qu'il y avait des gens en visio à ce moment-là aussi. Oui, ça nous est arrivé d'organiser des événements qui étaient relayés au niveau national, et du coup, les gens pouvaient même poser les questions depuis leur salon après les événements. Non, mais on voit que ça prend de l'ampleur, en tout cas. Ça prend de l'ampleur, ça se développe en tout cas, oui, parce qu'on prend beaucoup de plaisir aussi. Enfin, par contre, c'est vrai qu'on commence à avoir une communauté sur Montpellier. Ouais. Après, il y a une notion qu'on voit peut-être pas immédiatement, mais moi qui me tient à cœur aussi. Je parlais de cette notion du vivant, et je parlais de l'ode à la vie d'Invincibilité, mais en fait, c'est vrai que souvent... là, par exemple, il y a 10 jours, j'ai reçu Albert Moukébert, qui est docteur en neurosciences. Oui. Et donc, on peut se dire, neurosciences. Et en fait, au-delà du fait que c'était passionnant et qu'on s'est intéressé au fonctionnement du cerveau, mais moi, ce qui me touche aussi, c'est qu'Albert Moukébert, par exemple, il est fasciné par le réel, par le vivant. Et voilà. Et c'est peut-être aussi un dénominateur commun qui est important dans tous les événements que j'organise, même si ils peuvent paraître différents. C'est de mettre à l'honneur le vivant, en fait, quoi. Il y a cette notion d'émerveillement, moi je me dis, c'est quand même incroyable, quand on a conscience, c'est vrai, de la machine qui fonctionne, qui nous permet d'échanger, de sentir, ressentir, d'être dans le partage, d'avoir, et on est dans une période qui est peut-être pas toujours facile. Il y a eu le Covid, il y a les guerres, il y a la conjoncture, etc. Et donc je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à rester positif et à continuer à s'émerveiller du vivant. Je cite souvent un autre auteur qui s'appelle Gilbert Keith Chesterton, qui dit « Le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais par manque d'émerveillement ». Et donc, vivons pleinement. Il n'y a pas tort. Non, mais c'est important, quoi. Donc,
voilà, voilà, je le précise parce que je me dis, les gens, voilà, tu peux pas forcément savoir, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je vais noter en général chez les intervenants qui vont être là. Il y a vraiment ce dénominateur commun, voilà, qui est un point essentiel pour moi. Et pour 2025, qu'est-ce que tu as prévu déjà? Tu as des idées, des plans, j'imagine? Pour 2025, c'est en train de se mettre en place et au mois de janvier, on va recevoir un alchimiste qui s'appelle Patrick Burestanas qui viendra de nous parler donc de la pierre philosophale et transmutation de l'être. Donc ça va être une très belle conférence. Ouais, il y a des chances. Je veux changer le plomb en or. Le truc de l'alchimiste. J'ai lu qu'il y en avait que 10 par siècle, donc c'est quand même une chance qu'il soit là. Et donc il sera là à Montpellier le 31 janvier. Au mois de février, donc Hermès Garanger, dont je viens de parler, qui est lama et qui vient de parler de méditation et neurosciences. Et ce que je trouve intéressant, effectivement, elle a plus de 30 000 heures de méditation à son actif, donc forcément, c'est une spécialiste du sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a contribué aux études qui ont été réalisées par des neuroscientifiques. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, notamment sur Mathieu Ricard, sur un certain nombre de moines bouddhistes, pour montrer les effets de la méditation. Donc je pense que ça va être une conférence qui va être passionnante aussi. En avril, nous avons Mundije Kepanga qui revient présenter les gardiens de la forêt. Et là, on est en train d'organiser ça aussi pour les scolaires. Ça, c'est un point qui nous tient aux enfants, aux ados. Ouais, on essaie vraiment de sensibiliser les jeunes aussi. Et là, rencontrer un chef de tribu Papou, je me dis, ça peut être sympa pour parler de l'intérêt de préserver les forêts. Il est déjà venu en juin et on l'a déjà fait là. Ouais. Et c'était fin juin, donc la date n'était pas la plus opportune, mais il y a eu 150 enfants et c'était génial, quoi. C'était une très très belle journée. Je ne l'ai pas encore annoncé non plus sur internet, mais normalement au mois de mai on a Marion Kaplan qui viendra parler d'alimentation. Hier, j'ai plus le thème exact, mais forcément la bonne santé et justement comment s'alimenter sans s'empoisonner, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. On va faire nos courses, on est inquiet de tout, quoi. Et en même temps on sait toutes les incidences de la malbouffe, des perturbateurs endocriniens, etc. Donc ça va être un sujet intéressant et ça va s'échelonner. On a déjà au mois de septembre Thomas d'Azinbourg qui viendra aussi. Donc c'est un conférencier sur la communication non violente. Et lui, il a une citation que j'adore et il dit qu'un citoyen pacifié est un citoyen pacifiant. Et là, tout est dit, quoi. Ouais, c'est ça. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, mais voilà, donc on a un programme chargé. Ce qui est en train de changer, c'est ça, c'est qu'on s'ouvre de plus en plus, pas uniquement aux projections, il y a aussi des conférences. Je peux en parler même si je ne sais pas encore si ça va se faire ni dans... Mais j'aimerais bien organiser une projection des chemins du sacré sur grand écran, parce que c'est un très très beau documentaire qui aborde aussi bien le thème de la spiritualité, qui a des visuels assez exceptionnels avec Frédéric Lenoir et des peuples racines. Donc on va voir si on arrive à trouver une date pour ça. Il y a quelques beaux projets. Voilà. Il y a Valérie Seguin qui était venue pour parler de l'âme, qui a préparé la suite aussi avec Bernard Weber. Donc voilà. Il y a pas mal de choses. Il y a à peu près un événement par mois, quasiment. Quasiment. En 2025 en tout cas. Ouais. Et il y aura sûrement des philosophes aussi l'an prochain, parce que c'est vrai que l'idée c'est vraiment d'ouvrir cette notion de débat, de discussion. Albert Moukébert là par exemple, c'est vrai que c'était vraiment sympa. Ce vendredi, je reçois un médecin, Guillaume Pont, qui est docteur, il est psychiatre et chercheur spécialisé en psychonutrition en fait. Et donc là, la conférence aura lieu sous forme d'interview en fait, et c'est vraiment, lui, il est spécialisé sur le lien entre la psychologie et le microbiote. Donc de nouveau, là, il y a un lien avec la santé, l'alimentation, le vivant, et de nouveau, on sait que ces dernières années, il y a eu une explosion de troubles de l'humeur, stress, anxiété, burn-out, etc. Et
on se rend compte que il n'y a pas que ça, mais en tout cas qu'il y a quand même un lien avec l'alimentation et le microbiote, donc c'est un point essentiel, quoi. Pas que, mais voilà. Donc je pense que ce sera une conférence intéressante et voilà, on s'ouvre sur des sujets là de nouveau, là on part plus sur on est sur la thématique de la santé mentale en fait, quoi. Voilà. Oui, mais ça a tout un lien quand même. Enfin, tu restes. Pour moi, tout est relié. Oui, je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Je me dis, est-ce que quand tu vas sur le site, tu comprends? Je sais pas. Pour moi, c'est une évidence, voilà, mais je sais pas à quel point on peut le comprendre. Enfin, voilà quoi. En tout cas, nos auditeurs, voilà, auditeurs et auditrices. Et c'est vrai que pour moi, tout ce qui est aussi bien alimentation, spiritualité ou préservation du vivant, c'est lié. C'est lié et c'est tout aussi important, quoi. Oui, tout à fait. Absolument. Et pour justement assister à ces projections, assister à ces débats, à ces conférences, comment on peut te joindre? Comment on peut joindre l'association? On a un site internet qui s'appelle One Conscience Environnementale. Voilà. Après, on est sur les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, sur Insta. Et puis des fois, peut-être que je peux vous proposer de vous offrir des places à faire gagner de temps en temps. Mais tout à fait. Voilà. Voilà. Tout à fait, on va en parler, oui, exactement. Comme ça. Sur Radio Campus. Bon, ouais. Oui, s'il y a des thèmes qui peuvent... moi, pourquoi pas de temps en temps vous donner des places que vous ferez gagner. Avec grand plaisir. Nous allons en reparler, tout à fait. Et est-ce que un dernier mot? Tu veux me dire le mot de la fin? Le mot de la fin... le mot de la fin, c'est merci, parce que... Non, mais oui, c'est peut-être un grand classique, mais déjà, merci à vous d'être là, mais merci, merci parce que l'association, franchement, c'est une aventure assez extraordinaire, quoi. Donc, moi, j'ai dit merci à tous les intervenants, une fois de plus, qui sont ultra inspirants, mais c'est là, de nouveau, qu'on voit combien les gens sont... Et il y a une singularité des individus, et en même temps, je trouve que tous ces gens qui viennent là sont absolument extraordinaires. Et merci à tous les gens qui nous suivent, en fait, parce que ça nous permet de faire des belles rencontres. Souvent, après les événements, ils prennent le temps de nous envoyer des petits mails, des messages. Et c'est vachement touchant, quoi. Donc, moi, je dis que c'est toujours grâce à eux aussi que ces événements, ils ont lieu, que c'est eux qui nous motivent pour continuer, pour nous investir encore plus. C'est grâce à eux aussi, ceci dit, que l'année dernière, on a pu faire un don de 5 000 € à l'Institut du cancer de Montpellier, un don de 3 000 € à l'Institut du cerveau. Donc, voilà, ça nous permet aussi de mettre à profit les bénéfices de ces événements. Donc merci en grande majuscule, quoi. Ça permet de garder un peu foi en l'humain. Mais complètement. Mais je pense qu'il faut rester optimiste et regarder tout le côté positif. Oui, qu'on a tendance à pas mettre en avant. Le mot de la fin, c'est Jean de La Fontaine qui dit tout l'univers obéit à l'amour. Donc aimer, tout le reste n'est rien. C'est beau. Bien, merci. C'est parfait. Chers auditeurs, auditrices, on vous aime. On vous remercie encore. Et merci beaucoup, Muriel. Merci, c'est Muriel. Non, mais c'est parfait. Beau, c'est très bien. C'est parfait, une très belle fin. Merci. We'll be right back.